Merci de nous retrouver. La France a-t-elle besoin d'un Elon Musk national? A-t-elle besoin d'un entrepreneur pour faire ce que personne n'est réellement arrivé à faire, c'est-à-dire réduire la dépense publique en entamant la réforme de l'État? Ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure. On parlait d'une certaine manière des ressources, avec peut-être ces nouvelles taxes pour les rentiers. Là, on parle à nouveau des dépenses et donc de la réforme de l'État. Guillaume Kasbarian est notre invité. Bonsoir Guillaume Kasbarian. Je le disais, vous aussi, lorsque Elon Musk a été désigné aux États-Unis, vous avez salué cette nomination. Rappelons que c'est lui qui est chargé de réformer l'État, de réformer la fonction publique américaine, de réformer le secteur public américain. Alors cette question a-t-elle un sens? Regardons peut-être dans le passé de la France ce qui s'est passé quand des entrepreneurs ont eu des responsabilités. Regardons ce qui s'est passé à l'étranger. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors regardons peut-être d'abord les déclarations du nouveau patron des CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Voilà ce que déclare Amir Reza Tofighi. Mettre un entrepreneur à la tête d'un plan de réduction des dépenses n'est pas idiot. Cette formule fait couler beaucoup d'encre depuis quelques heures. Donc prenons quelques points de repère. Première question, dans les pays qui ont réformé leur État, les pays qui ont réussi à baisser leurs dépenses publiques et qui sont souvent cités en exemple, les entrepreneurs ont-ils été à la manœuvre ? Eh bien, la réponse est plutôt non. On va prendre 3 exemples, le Canada, la Suède et le Portugal. Le Canada d'abord, qui a remis tout à plat et fait baisser les dépenses publiques de 15% en 3 ans. Eh bien, à l'époque, c'est le Premier ministre Jean Chrétien et son ministre des Finances Paul Martin, profil 100% politique, qui ont mené ce grand chantier. La Suède ensuite et son fameux système de budget base zéro, c'est-à-dire repartir de zéro chaque année pour établir le budget. Et bien là encore, c'est le Premier ministre Carl Bildt qui a mené les réformes sur la base des recommandations de cet homme, Assar Lindbeck, un économiste qui n'a jamais ni dirigé ni fondé une entreprise. Ensuite, le Portugal en 2008. Là, l'exemple est particulier parce que c'est l'Union européenne, le FMI et la BCE qui imposent un plan de sauvetage et ce sont eux qui contraignent d'une certaine manière le pays à réduire les salaires dans la fonction publique, à privatiser et à supprimer 100 000 postes de fonctionnaires. Bref, dans ces 3 cas-là, ce ne sont pas des chefs d'entreprise qui sont intervenus. Bon, en France, on a déjà vu des patrons diriger Bercy, des anciens patrons diriger Bercy. Est-ce que la réforme de l'État ou la réduction des dépenses a connu un coup d'accélérateur à ce moment-là ? Bien là, la réponse est plutôt oui. Les 2 exemples les plus connus sont ceux de Thierry Breton et de Francis Maire. Francis Maire d'abord, ancien patron d'Usinor, il était ministre de l'économie de 2002 à 2004. Jacques Chirac était alors à l'Élysée. Il a d'abord gelé les embauches dans la fonction publique, imposé des contrôles de dépenses au ministère. Il a tenté de limiter les dépenses de santé et de retraite, sans succès sur ce point. Deuxième exemple, Thierry Breton, c'était entre 2005 et 2007. Là encore, Jacques Chirac était alors président. Thierry Breton, lui, était ancien PDG de Thomson et de France Télécom. Et il s'attaque au train de vie de l'État en imposant par exemple des plafonds, des dépenses de ministère. Il fait fusionner certaines agences publiques ou administrations et il poursuit le gel des embauches dans la fonction publique. Résultat, le déficit passe sous les 3%. Dernier point, Elon Musk, dont on parle énormément depuis quelques semaines, a-t-il un bilan 3 semaines tout juste après sa prise de fonction ? Alors c'est encore un peu tôt, mais en tout cas il s'est attaqué entre guillemets à la USAID, l'agence américaine pour le développement international. Elle est purement et simplement fermée, cela représente 60 milliards de dollars de budget annuel, 10 000 salariés, dont 3 000 agents fédéraux. Eh bien ils ont été invités à rester chez eux. Pour le reste, Elon Musk a lancé une série d'audits généralisés, par exemple dans le bureau de la gestion du personnel, en clair ce sont les ressources humaines de l'État, et dans l'administration des services généraux, c'est-à-dire la logistique de l'État, tout ce qui concerne les équipements. Merci Justine. Je me tourne vers vous, Guillaume Kasbarian, ancien ministre de la fonction publique. Est-ce que vous trouvez que ce serait une bonne idée qu'un Elon Musk français soit chargé du dossier? Je rappelle votre formule lorsque Musk avait été nommé aux États-Unis, chargé de la réforme du secteur public. J'ai hâte de partager avec vous
avec Musk, les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de bureaucratie et améliorer l'efficacité des agents publics. Oui, alors c'est un tweet qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Je l'avais fait pour poliment le féliciter de sa nomination et effectivement parler des bonnes pratiques. Mais pourquoi je l'ai fait ? Je l'ai fait pas parce que je suis un admirateur, pas parce que je partage son idéologie politique, pas parce que je suis un admirateur de ses expressions, de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut faire. Pas parce que je suis un fan inconditionnel, comme vous l'avez formulé tout à l'heure. Non, je l'ai fait parce que je trouve intéressant de regarder ce qui se passe autour de notre pays. Regarder les pays qui prennent des initiatives pour baisser la dépense publique, pour couper dans la bureaucratie et pour simplifier la vie de leurs citoyens. Je l'ai fait parce qu'on n'est pas dans un igloo et que dans la concurrence internationale, si nous ne faisons rien, si nous regardons les autres tailler dans les dépenses et que nous on se dit c'est parfait, on continue à dépenser comme avant, on ne simplifie pas, on ne coupe pas la bureaucratie, je pense qu'on manque une opportunité par rapport à des comparatifs internationaux qui sont importants pour des investisseurs qui parfois décident d'aller investir dans des pays. Mais et je l'ai fait parce que je me disais que c'était intéressant de regarder. Et bien sûr que quand vous êtes ministre ou quand vous êtes même député, vous regardez ce qui se fait ailleurs. Vous regardez ça ne veut pas dire que vous allez copier-coller. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir le même style ou avoir la même idéologie. Mais vous dites c'est quand même un peu dommage de regarder s'il y a des choses qui marchent, de se dire on pourrait regarder pourquoi ça marche et est-ce qu'on ne pourrait pas s'en inspirer pour avoir notre propre modèle à la française sur le sujet. Et à l'inverse, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est de se dire, ça c'est, excusez-moi, une vraie bêtise, pour le dire poliment, et on ne va pas le faire parce que c'est complètement stupide. Mais voilà, je pense qu'il faut arrêter d'avoir un jugement entre les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, en disant on ne peut pas regarder ce qui se passe ailleurs parce que c'est Elon Musk. Si, il se trouve qu'il a été nommé, il a une responsabilité éminente, on regarde ce qui est en train d'être fait, ça ne veut pas dire qu'on va copier-coller, mais ça veut dire qu'il faut s'y intéresser. Mais au-delà, est-ce que ça signifie que vous pensez que d'une certaine manière, nos dirigeants politiques, qui sont souvent passés par l'ENA, qui sont souvent passés par Sciences Po, qui n'ont pas connu le monde de l'entreprise, n'ont pas la disposition mentale requise pour arriver à baisser la dépense publique et à réformer l'État? M. Pujadas, moi j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po, j'ai fait une école de commerce et j'ai bossé 8 ans dans le privé. Alors justement, peut-être que ça ouvre après, votre... Vous pouvez très bien avoir bossé dans le privé et être un très mauvais politique une fois que vous arrivez en responsabilité parce que vous avez du mal à piloter les administrations, à vous imposer et à maîtriser les codes politiques. Et à l'inverse, vous pouvez être quelqu'un qui n'a pas bossé dans le privé mais qui s'intéresse au monde qui l'entoure, bosser sur le sujet et avoir une vraie poigne pour mener des décisions politiques. Donc j'ai tendance, moi, à ne pas opposer forcément les profils et les CV des uns et des autres. Moi, ce qui m'importe, c'est les actes. Déjà les idées, bien sûr, et puis les actes et la volonté politique de faire des choses radicales. Et donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir des responsables politiques, quelle que soit leur expérience, qui s'intéressent au monde de l'entreprise, qui ont une politique pro-business et qui, effectivement, ont des propositions radicales pour notamment baisser la dépense publique. Vous en voyez aujourd'hui ? Non, mais chacun doit prendre sa responsabilité. Il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, mais ça, c'est toujours... chacun doit... Peu de personnes dans l'échiquier politique, j'étais à l'Assemblée nationale tout à l'heure, je vois bien chez les collègues et j'ai pratiqué pendant 8 ans à l'Assemblée nationale. Il y a quand même peu de personnes qui réfléchissent de façon innovante sur comment est-ce qu'on baisse la dépense publique. C'est très créatif sur les hausses de taxes et les hausses d'impôts. À commencer par le président de la République. À commencer par le président de la République, qui a lui-même été banquier d'affaires, je veux dire. En termes de profil pro-business, et d'ailleurs c'est peut-être ce qu'il faut mettre à son crédit, d'avoir été pro-business et d'avoir tenu coûte que coûte sa politique de l'offre durant les 7-8 ans dans lesquels il a pu exercer le pouvoir. En revanche, si vous voulez, on a aujourd'hui un banquier d'affaires à l'Élysée qui est quand même parmi celui qui a le plus aggravé les comptes publics. Donc je veux bien qu'on explique que dans le personnel politique, manque de profil ou que sais-je. Bon, le président de la République qui a suscité beaucoup d'espoir en la matière et qui se disait attaché aux comptes publics, il fait partie de ceux qui aujourd'hui ont le plus dégradé les comptes publics. Vous avez des ministres, dont je fais partie, qui soutiennent le président de la République, qui sont issus de son mouvement. C'est pour ça que je vous parle de lui. Non, mais bien sûr, mais j'assume parfaitement mon soutien au président de la République et je fais partie de ceux qui, quand j'étais ministre, a proposé et allé à Bercy pour proposer des économies et pas pour demander des rallonges budgétaires. Notamment sur le délai de carence des fonctionnaires, sur lequel le gouvernement Bayrou est totalement revenu. On me l'a suffisamment reproché d'être trop abrasif avec les syndicats, d'y aller trop fort à la SERP, etc. Mais j'ai gelé le point d'indice, j'ai supprimé la JPA, j'ai proposé les 3 jours de carence, j'ai baissé la prise en charge des arrêts maladie. C'était 2 milliards d'économies sur mon ministère. Et mon propre ministère, j'ai baissé de 25% le budget. Alors, il y a des macronistes et des soutiens du président de la République qui ont pris leurs responsabilités et qui ont soutenu François Bayrou est revenu sur tout ce que vous venez de dire. Pas tout, en partie, pas tout. On fait tourner la parole. Géraldine et Pascal. Non, ce que je trouve intéressant, et d'ailleurs c'est une erreur parce que Musk n'invente rien, il s'inspire lui-même de ce que fait Javier Milei en Argentine, qui est là pour le coup depuis 1 an et qui a créé un ministère de la dérégulation et de la transformation de l'État. C'est le bonhomme qui a la tronçonneuse et qui est allé couper. Et en 1 an, alors il n'a pas mis un fou à sa tête. C'est un professeur, il était prof à HEC, à Harvard, il a été patron de la Banque centrale argentine et il fait
exactement ce que veut faire Musk, qui commence tout juste et on ne sait pas s'il le fera correctement, mais il a quand même en un an réduit de 30% les dépenses publiques, supprimé un certain nombre de fonctionnaires, c'est vrai. On voit quand même un résultat dans la baisse vraiment très forte de l'inflation et pour la première fois depuis 2010, le pays est en excédent budgétaire. Et pour avoir les ordres de grandeur en tête, si la France voulait être en excédent budgétaire demain, en un an, comme ce qu'a fait l'Argentine, il faudrait qu'elle coupe ses dépenses publiques de 10%. Pas de 30, de 10%. Et ce qui est intéressant, parce qu'on lui consacre un grand dossier dans Le Point cette semaine, ce monsieur tronçonneuse, ce qu'il explique, évidemment, on ne peut pas transposer les deux situations des pays, mais il explique quelque chose de très important sur le calendrier et sur l'effet de choc que vous créez. Et il dit, la France et l'Europe, vous échouez depuis des décennies parce que vous lissez les efforts dans le temps. Là, c'est encore ce qu'on a fait. On va se donner 7 ans pour réduire nos dépenses, mais en 7 ans, eh ben, vous avez toutes les pressions qui peuvent s'exercer, une crise qui peut survenir, une nouvelle élection. On ne fait plus la même chose. En fait, c'est la meilleure excuse pour ne jamais rien faire. Et je pense que c'est l'une des clés. C'est d'aller vite dans les stratégies. Et c'est ce qu'il explique. Peu importe le profil, vous voulez dire. Parce que Milei n'est pas entrepreneur. Milei n'est pas entrepreneur comme Musk. Peu importe le profil. Et de toute façon, il ne faut pas... Enfin, chaque pays a ses structures propres et les situations sont en réalité difficilement comparables, notamment entre l'Argentine et la France. Ça n'aurait pas beaucoup de... Voilà, Milei qui fait la une du Point cette semaine, vous êtes effectivement allé l'interviewer, et c'est vrai qu'alors, bon, on aime ou on n'aime pas, c'est très très clivant, mais... On l'a vu l'autre jour, en un an, en tout cas, il a commencé à changer les choses. Et aussi un taux de pauvreté qui a explosé, mais peut-être que d'ici 2 ou 3 ans, non mais là, finalement, les citoyens argentins... Juste un petit mot sur la politique. Quand on voit que Christelle Morançais, dans la région Pays de la Loire, a proposé de baisser, alors pas de beaucoup, les dépenses de sa région, et notamment en coupant de moins de 10%, je crois, les crédits de la culture, ils sont tous grimpés au rideau, y compris dans son propre camp chez les Républicains. Donc ça vous dit à quel point il y a une question de courage politique, indéniablement. Pascal, Elon Musk, c'est un repoussoir de ce point de vue-là, ou peut-être, comme le dit le patron de la CPME, le nouveau patron, il nous faudrait des profils de ce genre. Il y a une idée à en retirer, incontestablement. En tout cas, il faut regarder ce qui va se passer. Ce que je sais, c'est que dans le domaine des restructurations, quand vous utilisez de l'homéopathie, vous avez un résultat homéopathique. Moi, j'ai une question pour vous, Guillaume Kasbarian. Dans le secteur privé que vous connaissez, on utilise des managers de transition. Pourquoi ? Pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. C'est quelqu'un qui arrive à un moment, qui est dans une entreprise qui est en situation de crise, et il fait un diagnostic de la crise, et il arrive avec une culture extérieure. C'est ça qui est important, parce que les techniques, au fond, pour redresser un pays comme une entreprise, on les connaît. C'est ignoré de personne. Simplement, il y a souvent des biais culturels. Vous rencontrez des gens dans les entreprises comme dans l'administration qui vont vous dire « Monsieur, on a toujours fait comme ça ». Donc, s'il vous plaît, vos leçons, vous les gardez pour vous. Et ça conduit à des processus un peu mécaniques, aveugles et sourds, si vous voulez, qui ne ressemblent à rien, mais qui sont simplement la continuation de ce qu'on fait depuis des générations et des générations. Et donc, l'intérêt du manager de transition, c'est que le type arrive avec des lunettes, avec de nouvelles lunettes ou avec des jumelles pour regarder exactement où ça va mal. Et donc, moi, je pense que dans la fonction publique, Monsieur Kasbarian, je voudrais votre avis là-dessus, c'est ce qu'il nous faudrait aujourd'hui. Ah mais je vous rejoins totalement. Non seulement quand vous arrivez avec un œil extérieur, ça vous permet de faire un diagnostic éclairé sur la situation, mais après, il faut de la volonté politique, il faut avoir du soutien aussi de ceux qui vous entourent. Et il faut avoir un petit peu de temps pour réaliser ce que vous voulez faire. Le manager de transition, il n'est pas là pour longtemps. Exactement. Il n'a de récompense que la réussite de sa mission. Pascal, vous parlez de l'agence McKinsey, par exemple. Non. Non, mais parce qu'il y a eu des exemples de ces pratiques-là. Et... Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Mais je vous rejoins sur la nécessité d'avoir des propositions radicales et d'avoir une vraie volonté politique en se disant on ne va pas échelonner pendant 10 ans des efforts. Parce que c'est quand même dur de faire rêver les gens sur 10 ans en leur expliquant que chaque jour, chaque année, pendant 10 ans, il va falloir faire un petit effort, surtout qu'on ne le fera pas à la fin et qu'il y aura un renversement de situation. Moi, je pense, en tout cas, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut des décisions radicales, courtes, mises en place très rapidement. Ça fait mal, mais après, on se relève et on corrige définitivement. Peu importe le profil, vous voulez dire. Peu importe le profil. Bon. Mais je trouve intéressant, en tout cas, d'avoir cette forme de radicalité pour se dire, plutôt que de souffrir pendant 10 ans pour soigner le malade, on essaye d'y aller. Ça, c'est la méthode. Avec un. Sur le profil, Rafik Smati, si demain on vous propose Bercy, est-ce que vous vous dites je suis l'homme de la situation parce que j'ai été habitué à gérer 50 salariés au moins, des dizaines de salariés des entreprises? Vous savez, à mes yeux, le plus important, c'est que nous puissions insuffler un état d'esprit entrepreneurial. Vous voyez qu'il est prêt. Dans
nos administrations. Ça, d'accord. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire un état d'esprit? Non, mais ça change beaucoup de choses. Et c'est en ça que la démarche américaine est intéressante. Parce que l'entrepreneur, et y compris le patron de PME, il a une vision par principe de long terme. Alors que quand vous êtes dans un environnement politique, vous êtes par définition prisonnier du court terme. L'entrepreneur, il est agile, il se remet en question en permanence. Alors qu'à l'inverse, dans l'administration, il y a une certaine inertie, un certain immobilisme. Les entrepreneurs adorent la prise de risque. On n'a pas peur de prendre des risques. On sait que le changement... Il y a des intrapreneurs dans la fonction publique. Il y a des fonctionnaires géniaux. Je sais bien. Mais... admettez que ce n'est pas forcément la norme. Le côté, l'état d'esprit entrepreneurial. Le rapport à la prise de risque. On sait que le changement ne peut venir que de décisions audacieuses. C'est extrêmement difficile dans la fonction publique, et vous le savez, monsieur le ministre. Et en fait, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ça. Vous savez, David Pujadas, j'ai une devinette. Quelle est la différence entre l'entrepreneur et le technocrate? Allez-y. La couleur du costume. L'entrepreneur se trompe. Il se trompe souvent, mais il apprend de ses erreurs et il ne les reproduit plus. Alors que le technocrate, il se trompe, mais il reproduit les mêmes erreurs en étant convaincu que la fois d'après, il aura un résultat différent. Eh bien, si je devais avoir une caricature de ce qu'est devenu le monstre technocratique aujourd'hui, eh bien, c'est un petit peu ça. Donc oui, nous avons besoin d'un état d'esprit entrepreneurial. Nous avons pensé que Emmanuel Macron, parce qu'il avait justement ce prisme extrêmement French Tech, pouvait le porter. Manifestement, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais nous avons besoin d'insuffler cet état d'esprit au plus haut niveau de l'État. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas des impératifs de service public qu'une personne issue de l'entreprise aura peut-être des difficultés, comme Elon Musk aura peut-être des difficultés à intégrer? Arthur. Il y a en tout cas, et je voudrais vraiment insister sur ce point, il y a une différence. On a dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas transposer les modèles Musk, Kim Musk aux États-Unis, Kim Milei en Argentine à la France. Il y a aussi une exception française sur laquelle il faudrait sans doute revenir. Alors vous avez posé la question à Rafik Smati, vous auriez pu la poser à d'autres, mais si on veut attirer des talents comme celui de Rafik ou d'autres dans la vie publique en France, aujourd'hui, il y a une exception française sur laquelle, à mon sens, il faudrait revenir, c'est la HATVP. Cette invention française, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est aujourd'hui devenue une machine à éloigner les talents de l'engagement public. Vous savez... Alors il faut expliquer... Ça veut dire que quand vous devenez ministre, vous devez donner tout l'état de votre patrimoine dans son intégralité, donc transparence totale. Absolument. Tout le monde n'a pas forcément envie de le faire, c'est vrai. Et lorsque vous sortez, on examine à nouveau votre patrimoine et on regarde s'il n'y a pas eu un enrichissement un peu étrange. C'est là que j'en viens et je voulais donner la parole à Guillaume Kasbarian là-dessus. C'est que vous avez raison. Il y a à la fois la déclaration de patrimoine et d'intérêt lorsque l'on entre dans la vie publique. Et ça, je crois que ça vaut pour les élus, y compris les députés et certains élus locaux. Mais il y a aussi la déclaration et surtout les conditions à la sortie. Et c'est là le vrai problème. Quand vous discutez avec des ministres, peut-être Guillaume Kasbarian, mais en tout cas, moi, j'en ai discuté avec beaucoup de ministres. Lorsque vous discutez avec eux, ils vous expliquent qu'en fait, lorsqu'ils vont arrêter d'être ministres, et malheureusement c'est de plus en plus fréquent avec l'instabilité politique, eh bien en fait ils ne pourront plus rien faire. Si vous voulez, le cas de Jean-Baptiste Djebari a été symptomatique de ce point de vue-là, qui était ministre des Transports, absolument, et qui a eu énormément de mal à retrouver un métier derrière. Et je soumets ce sujet à Guillaume Kasbarian. La HATVP aujourd'hui, c'est une machine à la fois à éloigner les gens de l'engagement public et surtout à entraver leur sortie de la vie publique. Le mot de la fin. Donc si je vous comprends bien, Guillaume Kasbarian, l'urgence, ça n'est pas d'élargir les profils de ceux qui vont avoir des responsabilités, en particulier pour réduire les dépenses, comme le pense Amir Reza Tofighi. C'est plutôt la méthode. Oui, c'est d'avoir des idées radicales, avec un vrai planning pour le mettre en place, avec des textes prêts à l'emploi, avec une énorme volonté politique et avec une absence de peur de s'en prendre plein la tête, venant des corps intermédiaires, des syndicats, de ceux qui gueulent, excusez-moi. Des médias. Si vous n'avez pas un minimum... Mais ça arrive, effectivement, bien sûr, mais bien évidemment. Si vous n'avez pas ça et si vous n'avez pas cette volonté et cette force, on sera dans une sorte d'effort perlé pendant des années et des années qui s'évanouira comme depuis des décennies. Et on regardera les trains passer et les autres pays faire des efforts et être de plus en plus compétitifs et concurrentiels. Et on le regrettera dans quelques années. Et moi, je ne le souhaite pas pour mon pays. Et donc, je pense qu'il faut que nous arrivions à avoir des idées résolument fortes et radicales sur la baisse de la dépense publique. Et c'est ce que je vais m'attacher à faire en tant que député avec mes collègues. Et je proposerai, même si je m'en prends plein la tête. Donc, vous apporterez votre soutien public, par exemple, à Christelle Morançais, même si elle est pas... Évidemment, je l'avais reçue
d'ailleurs à mon ministère à l'époque. Je la soutiens totalement dans sa démarche. Elle a dit que la culture n'était pas, d'ailleurs, elle a raison, une compétence régionale, qu'elle faisait des choix politiques, qu'elle acceptait de baisser la dépense. Elle est très courageuse. Moi, je soutiens ses efforts. Je l'avais reçue à mon ministère. On s'était même encouragé mutuellement à faire des efforts sur la dépense publique au niveau national et au niveau local. C'est une femme de courage. Moi, je lui apporte bien évidemment tout mon soutien et j'apporte mon soutien à tous ceux qui, dans le spectre politique, veulent prendre leur part à cet effort national pour baisser la dépense publique. Merci beaucoup Guillaume Kasbarian d'avoir répondu à nos questions ce soir.